À l'époque des missions Apollo, les astronautes qui revenaient de la Lune ont affirmé que la poussière lunaire, cette poussière grise semblable à du sable, qui recouvre une grande partie de la surface du satellite, sentait et avait le goût, oui, ils l'ont vraiment goûté, de la poudre à canon. Mais la poussière de Lune n'a rien à voir avec la poudre à canon. Environ la moitié de sa composition est du dioxyde de silicium vitrifié, provenant d'impacts de météorites. Elle frappe la surface de la Lune à des vitesses incroyables. Waouh! La température élevée transforme le sol en verre et l'impact le brise juste après, créant cette poussière grise et collante. Le reste des ingrédients de la poussière de Lune sont des minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium, tandis que la poudre à canon à l'ancienne se compose principalement de salpêtre, de charbon et de soufre. En d'autres termes, la poussière de Lune ne devrait pas sentir la poudre à canon, mais c'est pourtant bien le cas. Par ailleurs, lorsque les astronautes en ont ramené des échantillons sur Terre, il n'y avait plus d'odeur du tout. Une explication pourrait être le fait que la surface lunaire s'apparente d'une certaine manière au désert de sable sur la Terre, comme celui du Sahara. Il est extrêmement sec et aride. Lorsque tu renifles l'air dans un désert, tu ne sens rien. Mais si tu te fais surprendre par la pluie là-bas, l'humidité fera remonter toutes sortes d'odeurs du sol qui étaient auparavant piégées dans le sable sec. Il pourrait se passer quelque chose de similaire avec la poussière de Lune. Lorsqu'elle se trouve à la surface de celle-ci, elle ne sent rien du tout, même si les astronautes ne pouvaient pas la renifler avec leur combinaison spatiale, bien entendu. Mais lorsqu'elle a été ramenée à l'intérieur du module d'alunissage, la poussière est entrée en contact avec l'humidité de l'air et a commencé à émettre son odeur étrange. Une autre raison à cela pourrait être une réaction de la poussière de Lune au vent solaire. Les particules ionisées du Soleil frappent la surface de la Lune et y demeurent. Il n'y a pas d'atmosphère épaisse pour la protéger de ces ions, de sorte qu'ils voyagent librement jusqu'au sol. Ils sont très légers et peuvent donc s'envoler au moindre impact. Ainsi, lorsque les astronautes ont apporté ces échantillons de poussière de Lune à bord du module d'alunissage, les particules ont pu commencer à se déplacer et à dégager cette odeur spécifique. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi ces échantillons n'ont pas gardé leur odeur lorsqu'ils ont été ramenés sur Terre. Comme ces particules sont si légères, elles ont pu s'échapper des échantillons dès qu'ils ont été ramenés à bord du module, et lorsqu'ils ont été placés dans des récipients hermétiques, il ne restait que peu ou pas d'ions sur eux. Une autre explication est que ces récipients hermétiques n'étaient pas si hermétiques que ça après tout. La poussière de Lune est essentiellement composée de très petits cristaux, aux bords extrêmement pointus. Contre toute attente, ils auraient pratiqué de minuscules entailles dans les joints, laissant entrer l'air et l'humidité, et les particules ionisées se seraient donc échappées des conteneurs. Les scientifiques pensent qu'ils devraient étudier cette poussière sur la surface de la Lune elle-même, afin de comprendre ses propriétés. Il y a des centaines de milliers de cratères à la surface de la Lune, produits par la chute d'astéroïdes. Mais l'un d'entre eux a attiré beaucoup d'attention. Il s'est avéré être non seulement un cratère d'impact, mais également un tube, ressemblant à l'entrée d'un réseau de grottes. Les scientifiques ont détecté une forme d'écho spécifique qui suggère qu'une zone creuse se trouvait en dessous. Ils ont également découvert des motifs d'écho similaires à quelques endroits proches du trou. Il pourrait donc y avoir d'autres tubes lunaires. Mais celui-ci, en l'occurrence, pourrait accueillir un terrain de football tout entier. Les chercheurs pensent que la surface pourrait abriter un vaste monde géologique. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune ou même un futur port en raison d'une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours en raison des conditions qui règnent sur le satellite. Des températures extrêmement variables, une faible atmosphère, pas de champ magnétique pour protéger la vie de choses comme les radiations ou le vent solaire. Les astronautes portent des combinaisons spatiales, mais elles ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes. Un tube de lave, lui, le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un dôme au-dessus d'elle. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut enfin se vider. Et c'est ainsi qu'apparaît un tube creux. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que ceux que l'on trouve sur la Lune. En 1178, je n'étais pas encore né, au moins 5 personnes en Angleterre ont affirmé avoir vu la Lune se fendre en deux depuis son bord supérieur. Elle avait la forme d'un croissant au moment de l'événement. Lorsque la fente s'est élargie, du feu a commencé à en sortir. Le moine qui en a fait la chronique l'a décrit ainsi. Une gerbe enflammée a jailli, crachant du feu, des charbons ardents et des étincelles. Ensuite, la Lune a commencé à se mouvoir et à palpiter. Mais elle s'est rapidement arrêtée et a pris une teinte légèrement plus foncée. L'événement n'a cependant pas reçu beaucoup d'attention de la part des scientifiques avant la deuxième moitié du XXe siècle. Des chercheurs ont étudié cette chronique et ont découvert qu'il y avait un énorme cratère de 22 km de large sur la surface de la Lune, à peu près à l'endroit décrit dans le manuscrit. Seul un très gros astéroïde aurait pu laisser une telle marque sur la face du satellite. Et lorsqu'ils l'ont examiné de plus près, ils ont découvert qu'il était assez récent pour un événement cosmique.
En fait, il aurait pu apparaître il y a environ 800 ans. Mais dans ce cas, des millions de fragments de l'astéroïde et de la Lune auraient également dû frapper la Terre. Et les gens auraient alors assisté à une incroyable pluie de météorites. Elle aurait été très brillante, et les souvenirs de cette pluie auraient été certainement consignés dans les archives. Mais cela ne s'est pas produit. De plus, de nombreux scientifiques affirment que ce cratère n'est pas aussi jeune qu'il n'y paraît. La théorie la plus répandue et la plus plausible est qu'il est entre 1 et 10 millions d'années. S'il était apparu aussi récemment qu'il y a 800 ans, certaines parties de la surface de la Lune, à l'intérieur et autour du cratère, auraient été encore chaudes en raison de l'impact. L'explication la plus probable de ce qui s'est réellement passé en 1178 est que les observateurs ont eu la chance de voir un astéroïde tomber vers la Terre et brûler dans l'atmosphère de notre planète. Le spectacle aurait été incroyable. Et vu sous un certain angle, l'explosion de l'astéroïde aurait vraiment pu donner l'impression que c'était la Lune qui entrait en éruption. Cela expliquerait pourquoi il y a si peu de témoins du phénomène. L'endroit d'où il était possible d'y assister, tel qu'ils l'ont décrit, ne s'étendait que sur quelques kilomètres. Quant aux événements avérés sur la Lune, de l'eau et de l'oxygène y ont été découverts de façon inattendue il n'y a pas si longtemps. L'eau aurait pu être amenée sur le satellite par des astéroïdes frappant sa surface. Beaucoup d'entre eux transportent des molécules d'H2O, et celles-ci sont laissées sur la Lune en quantité infime après l'impact. Mais il n'y a que très peu d'eau. En comparaison, même le désert du Sahara en contient plus que toute la Lune. L'oxygène est également présent sous forme de molécules éparses flottant autour de la Lune. On ne peut donc toujours pas y respirer. C'est le vent solaire qui les a amenés. Ces vagues d'énergie en provenance du Soleil voyagent à des vitesses ahurissantes à travers l'espace, arrachent l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transportent au loin. Finalement, le vent chargé de ces molécules d'oxygène atteint la Lune. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. La Lune commence à rouiller. Il y a beaucoup de fer dans le sol lunaire, et lorsqu'il est exposé à l'oxygène et à l'eau, il rouille naturellement. Certaines parties de la Lune sont même déjà devenues légèrement rougeâtres. Ce sont les régions où il y a la plus grande concentration de ces molécules. Si le processus se poursuit suffisamment longtemps, dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-orangé. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient précisément de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers et des milliers d'années, quand il s'y trouvait des rivières et des mers remplies d'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les observer lorsqu'elle est en forme de croissant. Des flashs étincelants vont et viennent très rapidement, presque comme la foudre. Et c'est essentiellement de cela qu'il s'agit, des éclairs électriques. Ce sont les forces de marée qui en sont responsables. Elles provoquent une accumulation de contraintes physiques dans la roche. Cela peut produire un champ électrique, lequel génère ces éclairs bleus qui ont surpris de nombreux. La Lune, un magnifique satellite naturel parcouru de mystérieuses taches sombres. Comme nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune, nous sommes habitués à cette image. Il est difficile de l'imaginer sous un autre aspect. Mais avant, c'était différent. Eh oui, c'était vraiment différent. Imagine un peu, un énorme satellite incandescent dans le ciel qui provoque des tsunamis en permanence. Je te propose de remonter très loin dans le passé et de découvrir la Lune telle qu'elle était il y a toutes ces années. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, notre planète bleu-vert était encore un morceau de roche brûlant et incroyablement instable, lancé à fond de train dans l'espace. Nous n'avions pas encore de Lune, et un jour sur notre planète ne durait que 6 heures, ce qui signifie qu'il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Des volcans entraient en éruption un peu partout et tout le temps, libérant des gaz toxiques dans l'air, et des tas de météorites s'écrasaient régulièrement sur la planète. Au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, ce qu'on nomme aujourd'hui l'impact géant se serait produit. Les scientifiques, qui sont généralement prudents, parlent de l'hypothèse de l'impact géant. D'après cette hypothèse, un objet de la taille de Mars se serait un beau jour écrasé sur la Terre. Mars est environ 2 fois plus petite que notre planète, donc le choc a été relativement catastrophique mais sans causer de dommages irréparables. Ce puissant impact a arraché une partie des couches supérieures de cet objet, et la Terre en a elle-même pas mal souffert. Le noyau de ce corps spatial a ensuite fusionné avec le noyau de la Terre. Et de nombreux fragments de notre planète se sont envolés dans l'espace. Ainsi, notre Lune a vu le jour, ou, pour le dire d'une manière plus scientifique, le processus de différenciation a commencé. C'est le processus que subissent tous les corps planétaires au début de leur vie. Comme l'impact a produit une chaleur immense, la plupart des gaz et des liquides présents sur les morceaux arrachés de la Terre ont été emportés.
Seule une surface de pierre relativement sèche est restée. Donc oui, il y a de l'eau et des gaz sur la Lune, mais en très petite quantité. La gravité de notre planète était suffisamment forte pour que tous ces fragments de roches chaudes restent dans son orbite, et ils se sont progressivement collés les uns aux autres. Les éléments chimiques qu'ils contenaient étaient répartis en couches. Le fer, le plus lourd de tous, s'est enfoncé profondément à l'intérieur, tandis que les éléments les plus légers sont restés à la surface. En peu de temps, une centaine d'années ou moins, l'anneau de vapeur, de poussière et de roches fondues a fusionné. Le plus gros amas, qui possédait la plus forte gravité, ont attiré de plus en plus de particules, créant peu à peu la Lune. Elle ressemblait alors à une boule rougeoyante en ébullition. Malheureusement, le noyau de la Lune naissante était très petit. Il lui manquait du fer ainsi que d'autres éléments lourds pour que notre satellite prenne plus de substance et devienne une planète. Les plus anciennes roches de la Lune se sont probablement formées dans cet océan de magma. Et lorsque la Lune s'est enfin refroidie, elle s'est transformée en une boule blanche, toute propre et parfaitement régulière. Mais elle était encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, notre satellite, immédiatement après sa naissance, se trouvait à une distance de seulement 21 700 km de la Terre. C'est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Elle se trouve maintenant à environ 383 000 km. Est-ce que tu peux imaginer à quel point la Lune était énorme et lumineuse dans le ciel à l'époque ? Ce devait être à la fois magnifique et terrifiant. Et bien sûr, une telle proximité provoquait des vagues incroyablement grandes dans nos océans. Il y avait régulièrement des tsunamis sur Terre. De plus, la Lune tournait encore très vite. Et elle n'était pas orientée vers la Terre d'un seul côté. Mais en général, la Terre et la Lune avaient un impact positif l'une sur l'autre. Par exemple, c'est grâce à la Lune que notre journée dure 24 heures. À l'heure actuelle, l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Avant la venue de la Lune, la Terre tournait très rapidement, mais grâce à son satellite, son inclinaison s'est stabilisée, ce qui a donné lieu à une grande variété de climats sur Terre. Mais la gravité de notre planète a aussi pas mal aidé la Lune. Grâce à elle, elle a pu elle aussi ralentir et s'est progressivement éloignée de nous. Au fil des ans, son orbite s'est écartée de notre planète. En même temps, un phénomène nommé verrouillage par effet de marée s'est produit entre la Lune et la Terre. Cela signifie que la période de rotation de la Lune coïncide avec sa période orbitale, ou en d'autres termes, que la Lune tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune est toujours tournée vers notre planète du même côté. Lorsque la Lune s'est éloignée, les marées sur notre planète se sont apaisées. Désormais, l'eau pouvait couler jusqu'aux confins du globe. C'est alors que la vie est apparue sur Terre. Mais revenons à l'évolution de la Lune elle-même. Que s'est-il passé à sa surface après sa formation ? On parle des étapes suivantes comme de l'enfance et de l'adolescence de la Lune. Et, comme c'est généralement le cas, ces périodes n'ont pas été de tout repos. Pas étonnant. Il y a environ 4 milliards d'années, le système solaire était complètement fou. Pendant les 6 premiers millions d'années d'existence de la Lune, des astéroïdes et des comètes de grande taille étaient constamment projetés sur elle. Ils venaient également s'écraser sur la Terre. Ces impacts furent les plus puissants de l'histoire de la Lune. De grands cratères, plus tard tapissés d'une sombre matière rocheuse, sont alors apparus. Comme si tout cela ne suffisait pas amplement, un jour, une planète naine est venue s'écraser sur la Lune. Elle faisait à peu près la taille de Cérès, le plus gros objet présent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cet impact a produit le plus grand bassin de la Lune et a changé à jamais son apparence. Tu vois cette tache sombre-là sur la face cachée de la Lune ? Juste là, tout au sud. Il s'agit du bassin pôle sud Aitken. Son diamètre est d'environ 2500 km. Et oui, il a bien été formé par l'impact dont j'ai parlé il y a environ 4,3 milliards d'années. Cet impact a apporté avec elle tout un tas de composés chimiques complexes et étranges que les scientifiques trouvent maintenant un peu partout sur la face cachée de la Lune. Ces composés se sont mis à dégager énormément de chaleur, ont fait fondre une partie du manteau lunaire et oups, ont par la suite accidentellement réveillé les volcans. Ces volcans ont commencé à entrer en éruption. Une énorme quantité de magma a été répartie sur la surface de la Lune. Bien des années plus tard, tout ça s'est refroidi et ces taches sombres que l'on peut observer sont apparues. On les appelle les mers lunaires. On y trouve beaucoup moins de cratères que sur les terres. Mais au cours du dernier milliard d'années,
La Lune a été géologiquement inactive, à l'exception de collisions occasionnelles avec des météorites. L'apparence de la Lune a changé à jamais à la suite de ces événements. C'est ainsi que, meurtrie et fatiguée, elle est entrée dans l'âge adulte. Mais la paix, malheureusement, n'était toujours pas au rendez-vous. Un nouveau groupe de météorites a décidé de venir l'embêter, mais ce n'a pas été si grave. Il y a eu de nombreuses collisions, mais toutes de faible ampleur. Elles ont simplement laissé plusieurs cratères et fosses sur la surface lunaire, et ont peut-être un peu endommagé son manteau. Quelques-unes de ces collisions ont cependant approfondi certains des grands cratères. La croûte de la Lune est devenue de plus en plus fine au fil des ans à cause de cet interminable chaos. Et maintenant, nous appelons cette partie supérieure de la croûte, qui est couverte de cratères, les terres lunaires. Toutes ces zones blanches et lumineuses de la Lune, ce sont les terres par opposition aux mers. Mais finalement, l'univers s'est calmé. Pour l'instant, tout au moins. Et la Lune a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le satellite naturel de la Terre. Il y a des moments de son histoire que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer avec précision. Mais ils continuent à étudier notre magnifique satellite. Les données sur la Lune ne sont pas seulement utiles pour elles-mêmes. Elles nous donnent une image plus complète de l'histoire de notre système solaire et de l'espace dans son ensemble. Espérons donc qu'un jour, nous pourrons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Imagine sortir de ta navette spatiale et poser le pied sur la surface de la Lune. Sous tes pieds, le sol est recouvert d'une matière fine qui ressemble à de la poudre. C'est la poussière lunaire. Tu regardes autour de toi et prends une bouffée d'air frais. L'odeur est très différente de celle de l'air sur Terre, mais elle est tout de même agréable. Malheureusement, tout cela est très improbable. Notamment parce que la Lune n'a presque pas d'atmosphère. Le satellite naturel de la Terre est trop petit, moins de 2% de la masse de notre planète. Pour cette raison, son champ magnétique n'est pas assez puissant pour conserver une atmosphère. Même si la Lune en possédait une, les vents solaires la souffleraient immédiatement. Mais si tu pouvais visiter la Lune il y a 3 ou 4 milliards d'années, ce que tu verrais serait très différent. À cette époque, elle disposait très probablement d'une atmosphère. En ce temps-là, notre satellite était parcouru par de puissantes éruptions volcaniques. Des gaz se répandaient sur toute sa surface. Et ça se passait si vite qu'ils n'avaient pas le temps de se répandre dans l'espace. La surface lunaire était alors couverte de bassins, et ceux-ci étaient remplis de basalte volcanique. Imagine ça, d'énormes panaches de magma s'élançant dans les airs, retombant sur le sol en d'immenses coulées de lave. Voilà comment les bassins de basalte sont apparus sur la surface de la Lune. Au XXe siècle, nos scientifiques sur Terre ont réussi à obtenir des échantillons rapportés de la Lune. Ils ont découvert que dans les coulées de lave lunaire, il y avait non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'était élevée pour former l'atmosphère. Et ils ont découvert que c'est il y a environ 3,5 milliards d'années qu'elle était la plus dense. Et aussi qu'elle a persisté pendant à peu près 70 millions d'années. Après ça, pouf, l'atmosphère s'est évaporée dans l'espace. Mais le plus cool, c'est que lorsque la Lune possédait une atmosphère, notre satellite était 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique a même indiqué que la Lune était peut-être près de 19 fois plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. On pense qu'elle se trouvait alors à quelques 30 000 km, alors que de nos jours, elle se trouve à environ 390 000 km. C'est pourquoi la Lune avait l'air beaucoup plus grosse dans le ciel. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour profiter de la vue. Et moi non plus, je n'étais pas là. En même temps, selon les études les plus récentes, notre Lune aurait bel et bien une atmosphère. Elle est composée principalement d'hydrogène, de néon et d'argon et contient aussi quelques autres gaz rares, comme le potassium ou le sodium. On les trouve, par exemple, dans les atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Malheureusement, une telle atmosphère ne nous convient pas du tout. Nous sommes absolument dépendants de l'oxygène. Mais devine quoi ? Il y a aussi beaucoup d'oxygène sur la Lune. Oui, je sais, tout ça doit te paraître un peu déroutant. Mais le truc, c'est que cet oxygène n'y existe pas sous sa forme gazeuse la plus courante. Non, il se trouve piégé dans la couche de roches et de poussière qui recouvre la surface de la Lune. Cette couche s'appelle le régolithe et il contient près de 45% d'oxygène. Cela veut dire que si l'on était capable d'extraire cet oxygène, nous pourrions vivre sur la Lune ? Pas si vite. L'oxygène contenu dans ces roches est très étroitement lié aux minéraux. Et pour séparer ces éléments, il nous faudrait des tonnes d'énergie et un équipement adapté.
Mais si l'on parvenait à amorcer ce processus, la Lune pourrait fournir beaucoup d'oxygène. Il existe une théorie selon laquelle la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et un autre planétoïde. Ce planétoïde devait être plus petit, de la taille de Mars. Cela s'est probablement produit il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon une autre théorie, la Lune était autrefois un astéroïde ou un autre corps vagabond du même genre. Elle se serait formée ailleurs, quelque part dans le système solaire. Et lorsqu'elle est enfin passée près de la Terre, elle a été immédiatement happée par la gravité de notre planète. D'autres experts pensent qu'à un moment donné du passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière s'est détachée. Et ce morceau s'est rapidement mis à tourner autour de notre planète. C'est ainsi que la Lune est apparue dans le ciel. D'après la théorie la moins passionnante, le satellite naturel de la Terre serait simplement apparu en même temps que notre planète au moment de sa formation. Actuellement, la Lune est le 5e plus grand satellite naturel de notre système solaire. C'est aussi l'un des plus denses, juste derrière le satellite de Jupiter, Io. Il est fort probable que la Lune ait un noyau minuscule, pas plus grand que 2% de sa masse totale. Large d'environ 676 km, il est principalement composé de fer et de soufre. La surface de la Lune est sombre, même s'il s'agit de l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne. En réalité, sa réflectance est à peine plus élevée que celle de l'asphalte. Tu as peut-être entendu dire que la Lune, ainsi que le Soleil, provoquent des marées dans les océans et les mers sur Terre. En effet, l'attraction gravitationnelle de notre satellite crée ce qu'on appelle la force de marée. Elle fait s'enfler les mers aux endroits qui se trouvent, à tel ou tel moment, les plus proches de la Lune. Ces renflements sont ce que nous appelons les grandes marées. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la Lune fait aussi monter et descendre les roches, comme elle le fait avec l'eau. Bien sûr, cet effet n'est pas aussi visible que le sont les marées océaniques. Mais il est tout de même perceptible. La surface solide de la Terre se déplace d'environ 2,5 cm lors de chaque marée. Non seulement la Lune provoque des marées sur notre planète, mais elle ralentit aussi sa rotation. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'un jour sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne aussi de la Terre à la même vitesse que celle à laquelle poussent tes ongles. Cela représente environ 4 cm par an. Tu devrais vraiment les couper. Si un jour elle s'éloigne dans l'espace, notre planète connaîtra des temps difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence totale d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de saison, à une forte inclinaison, ce qui entraînerait des conditions météorologiques spectaculaires. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, rien ne la protège des températures extrêmes. Il fait incroyablement froid du côté nuit, moins 234 degrés Celsius. Et pendant ce temps, le côté ensoleillé est littéralement en ébullition, avec une température de 121 degrés Celsius. Une autre chose dont la Lune ne peut pas se protéger sans atmosphère, ce sont les météorites. C'est pourquoi la surface du satellite est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui cachés par la végétation ou remplis d'eau. Mais sur la Lune, leur nombre est beaucoup plus important. Il s'élève à plusieurs millions. Et environ 5000 d'entre eux font plus de 20 km de diamètre. La Lune est moins active sur le plan sismique que la Terre. C'est pourquoi ces cratères et autres formations anciennes restent dans le même état pendant des siècles. Mais même si la surface de la Lune est en grande partie inactive, le satellite naturel de la Terre est quand même secoué de tremblements réguliers. Il se déclenche à plusieurs kilomètres de profondeur. Selon une théorie, il pourrait se produire en raison du rétrécissement de la Lune dû au refroidissement de son intérieur. Les scientifiques disent que la Lune est devenue plus petite d'environ 45 mètres en quelques centaines de millions d'années. Mais comment l'expliquer ? Imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant. Voilà exactement ce qui arrive à la Lune. Elle rétrécit et se froisse. Mais contrairement au raisin, la peau de la Lune n'est pas souple. Sa surface est dure et cassante. Donc, à mesure que la Lune rapetisse, sa croûte se fissure et se brise. Ces diverses parties se chevauchent. Les chercheurs sont presque sûrs que de telles failles sont toujours actives et probablement responsables des tremblements qui secouent la Lune. Certains de ces tremblements sont assez forts, jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter. Lorsque tu lèves les yeux vers la Lune, tu vois toujours le même côté de notre satellite. Tout comme notre planète, la Lune tourne autour de son axe. Mais cette rotation dure environ 27 jours. Et c'est exactement ce qu'il faut de temps à la Lune pour tourner autour de la Terre. Ce phénomène s'appelle le verrouillage par effet de marée.
Avant qu'on ne commence à explorer l'espace, personne n'avait jamais vu l'autre face de la Lune. On ne savait pas à quoi ressemblait cette face cachée. Alors que la face visible de la Lune est principalement constituée de grandes plaines émaillées de bassins d'impact, sa face cachée est aussi accidentée que cratérisée. La croûte y est plus épaisse, avec moins de traces d'activité volcanique. Au fait, la Lune n'est pas parfaitement ronde ou sphérique. Elle a la forme d'un œuf. Lorsque tu la regardes, l'une de ses extrémités est toujours dirigée vers toi. Oui, tout droit vers toi. C'est la raison pour laquelle son centre de masse n'est pas son centre géométrique. En réalité, il se trouve décentré d'un peu plus d'1,5 km, comme une balle de golf de mauvaise qualité. Voici un cratère typique sur la Lune. Il est là parce qu'autrefois, un astéroïde s'y est écrasé. En effet, un cratère lunaire se forme lorsqu'un astéroïde, un météoroïde ou une comète percute la surface lunaire. Et comme vous pouvez le constater, cela s'est produit très souvent. Pourtant, l'un de ces cratères s'est formé d'une manière très différente. Alors, comment est-il apparu? Revenons brièvement en arrière. Une hypothèse largement admise avance que la Lune elle-même résulte d'une collision, à l'image de ces cratères, mais d'une ampleur sans commune mesure. Cet événement remonte à environ 4,46 milliards d'années, lorsqu'une planète massive, de la taille de Mars et baptisée Theia, est entrée en collision avec la Terre. L'impact a projeté d'importants débris en orbite, lesquels se sont progressivement agglomérés pour former la Lune. Durant un certain temps, celle-ci n'était qu'une immense masse de lave. Or, du fait de sa proximité avec la Terre, la gravité terrestre la comprimait continuellement, accentuant encore sa chaleur. Finalement, la Lune s'est éloignée, s'est refroidie et a développé une croûte rocheuse. Poursuivons. Il y a environ 4,3 milliards d'années, un astéroïde de la taille d'un petit pays, comparable au Népal, bien plus grand que celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures, a percuté la face cachée de la Lune. Il a créé un immense cratère appelé le bassin pôle Sud-Aitken. Celui-ci atteint jusqu'à 8 km de profondeur et environ 2500 km de largeur. À titre de comparaison, cela correspond à peu près à la distance entre New York et Dallas, avec une profondeur suffisante pour engloutir le mont Everest. Les scientifiques pensent ainsi que cet impact a pu extraire et disperser des matériaux anciens issus des profondeurs lunaires, un mélange nommé CRIP, regroupant le potassium, les éléments de terre rares et le phosphore. Il s'agit d'une véritable capsule chimique, datant de l'époque où la Lune était encore un océan de lave. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette région pourrait s'avérer encore plus intéressante d'un point de vue scientifique. Jusqu'à récemment, les chercheurs pensaient que l'astéroïde était arrivé par le sud, frappant en remontant et dispersant des matériaux radioactifs, ce fameux CRIP, autour du bord nord du cratère. Cependant, des analyses plus approfondies ont révélé que l'impact provenait en réalité du nord, ce qui implique que ces matériaux précieux se sont concentrés sur le rebord sud. Or, la mission Artemis 3 de la NASA cible précisément cette région méridionale. Les chercheurs ont commencé à douter de l'ancienne théorie de l'impact venant du sud, en comparant ce cratère lunaire à d'autres du système solaire, notamment Hellas Planitia sur Mars et la plaine Spoutnik sur Pluton. Observez-les. Tous trois présentent une forme singulière de larme, ou d'avocat, large d'un côté et effilée de l'autre. Or, cette extrémité pointue indique généralement la direction d'arrivée de l'astéroïde. Dans le cas du bassin pôle Sud-Aitken, cela montre que l'impact était venu du nord et non du sud. Pour le confirmer, les chercheurs ont examiné d'anciennes données issues de la mission Lunar Prospector de la NASA, qui a orbité autour de la Lune entre 1998 et 1999. Cette sonde a mesuré la présence d'éléments radioactifs à la surface et mis en évidence de fortes concentrations de thorium, un composant essentiel du CRIP, le long du rebord sud-ouest du bassin. La mission Artemis 3 constitue aujourd'hui le grand projet de la NASA visant à ramener des humains sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Si le calendrier est respecté, le lancement est prévu pour la mi-2027, juste après l'achèvement d'Artemis 2. Cette dernière, attendue avant avril 2026, servira de répétition générale. Les astronautes orbiteront autour de la Lune, sans atterrir, afin de vérifier le bon fonctionnement des systèmes. Artemis 3 marquera la véritable étape décisive, avec un alunissage prévu près du pôle Sud, sur l'un des 9 sites sélectionnés par l'agence spatiale. Toutefois, le calendrier demeure incertain, les missions Artemis 2 et 3 ayant déjà connu plusieurs retards. Artemis P1 a été lancé en 2022. Il s'agissait d'un vol d'essai sans équipage qui a contourné la Lune avant de revenir sans encombre. La mission suivante, Artemis 2,
emmènera des astronautes plus loin dans l'espace. Viendra ensuite Artemis 3, étape majeure au cours de laquelle les astronautes devraient séjourner environ une semaine à la surface lunaire afin de mener des travaux scientifiques avant de regagner la Terre. Par la suite, Artemis 4 et V auront pour objectif de construire puis d'agrandir une nouvelle mini-station spatiale en orbite lunaire, baptisée Gateway. Il s'agit d'une sorte de halte orbitale. Les astronautes pourront s'y amarrer, y séjourner brièvement, mener des expériences et se préparer aux alunissages. La NASA développe ce projet avec le concours de l'Agence spatiale européenne, du Japon et d'autres partenaires. Les astronautes voyageront à bord du vaisseau Orion, lancé par le Space Launch System de la NASA, une fusée gigantesque, plus haute que la Statue de la Liberté, et suffisamment puissante pour atteindre la Lune. Pour l'alunissage, ils emploieront le Starship HLS. L'atterrisseur de SpaceX devrait acheminer les premiers équipages jusqu'à la surface lunaire, une fois sa capacité à atterrir en toute sécurité démontrée. À long terme, la NASA ne compte pas s'arrêter là. L'objectif est de la Lune jusqu'à Mars. Les enseignements d'Artemis pourraient ainsi permettre d'établir une base lunaire, puis d'envoyer des humains vers la planète rouge. Et qui sait, lorsque des humains fouleront de nouveau la Lune, peut-être parviendront-ils à élucider un autre mystère. Des lueurs, éclats ou faisceaux lumineux qui illuminent parfois notre satellite. Approfondissons cette énigme. Dans la nuit du 19 avril 1787, l'astronome William Herschel observa un phénomène étrange. Une lumière brillante apparaissant sur la partie sombre de la nouvelle Lune. Elle resta visible pendant plusieurs heures et rivalisait presque avec l'éclat de la nébuleuse d'Orion. Il s'agissait probablement de ce que l'on nomme aujourd'hui des phénomènes lunaires transitoires, ou PLT, c'est-à-dire de brefs éclairs ou changements de couleur à la surface de la Lune. Les PLT peuvent se manifester sous forme de zones lumineuses, de taches rouges ou violettes, voire de nuages diffus, apparaissant puis disparaissant rapidement. Au cours des 2 derniers millénaires, environ 3000 de ces manifestations ont été recensées, à l'aide de télescopes, de caméras ou simplement à l'œil nu. Que se passe-t-il réellement? Il n'existe pas de réponse unique. De nombreux phénomènes peuvent provoquer des PLT, allant des impacts de météores au dégagement de gaz, voire à des activités électriques. La durée de ces éclairs, variant d'une fraction de seconde à plusieurs heures, fournit aux scientifiques des indices précieux sur l'origine de chaque manifestation lumineuse. Ces éclats extrêmement brefs, durant moins d'1 minute, sont très probablement dus à l'impact de minuscules roches spatiales sur la Lune. Même un météoroïde du poids d'une boule de billard peut frapper la surface lunaire avec une force suffisante pour la faire brièvement briller. La chaleur dégagée par l'impact illumine alors les roches, avant que cette lueur ne disparaisse lors de leur refroidissement. Longtemps, les chercheurs ont soupçonné que ces éclairs provenaient d'impacts de météores, sans pouvoir le démontrer. Il a fallu attendre les années 1990, lorsque les caméras à haute vitesse sont devenues courantes en recherche lunaire, pour envisager une preuve. Même alors, la confirmation restait délicate, car ces éclairs pouvaient résulter de défauts de caméra ou de parasites électriques. La seule méthode fiable consistait à observer simultanément le même phénomène depuis plusieurs sites. Cela s'est produit pour la première fois lors de la pluie de météores des Léonides en 1999, lorsque de véritables éclairs d'impact ont été enregistrés sur la Lune. Par la suite, d'autres observations ont confirmé que notre satellite est fréquemment bombardé. Si ces éclairs semblent se concentrer dans certaines régions, comme l'Oceanus Procellarum, l'une des vastes plaines sombres lunaires, cela s'explique probablement par la localisation des instruments d'observation. Une étude publiée en 2024 a montré que les météoroïdes frappent en réalité la Lune de manière uniforme. Les éclairs durant plusieurs minutes semblent, en revanche, avoir une origine différente. Des dégagements de gaz provenant de l'intérieur même de la Lune. Des études menées en 2008 et 2009 ont montré que lorsque des gaz, tels que le radon, s'accumulent sous la surface lunaire, ils peuvent s'échapper brutalement. Quand ce gaz radioactif est libéré puis se désintègre, il émet une faible lueur observable depuis la Terre. Fait notable, ces zones lumineuses coïncident souvent avec des régions où des concentrations élevées de radon ont déjà été mesurées. Il existe enfin des phénomènes lumineux de longue durée, persistants durant des heures, semblables à la lueur observée par William Herschel en 1787. Une étude de 2012 a suggéré qu'il pourrait être lié au vent solaire, un flux de particules chargées émis par le Soleil. Lorsque ce vent frappe la poussière lunaire, il peut électriser les particules et les projeter au-dessus de la surface, formant d'immenses nuages de poussière, atteignant jusqu'à 100 km de hauteur.
Ces nuages en suspension pourraient dévier ou réfléchir la lumière d'étoiles ou de planètes proches, donnant l'illusion que la Lune elle-même brille. Espérons que les missions Artemis apporteront des réponses lorsque l'exploration commencera. Oh, comme j'ai hâte. La Lune pourrait cacher des milliards de dollars en matériaux sous sa surface poussiéreuse. Et la NASA est sur le point d'en obtenir une partie. Leur nouvelle technologie de forage lunaire vient de réussir son premier grand test, et ils pourraient, grâce à cela, avoir franchi une toute nouvelle frontière, l'exploitation minière spatiale. Ce n'est pas seulement une avancée scientifique, ça pourrait changer l'économie américaine pour toujours. Et peut-être même remodeler la vie sur Terre. Car ils ont découvert quelque chose de rare dans le sol lunaire, quelque chose qui pourrait devenir essentiel pour nous à l'avenir, de l'hélium-3. Bon, alors, vous connaissez l'hélium, n'est-ce pas? C'est le gaz qui fait flotter les ballons d'anniversaire. L'hélium-3, c'est autre chose. C'est un isotope spécial de l'hélium, ce qui signifie essentiellement qu'il a le même nombre de protons. 2, soit dit en passant, mais un nombre différent de neutrons. En langage chimique, cela signifie que c'est rare, genre super rare. Pourquoi est-ce important? La Terre avait autrefois de l'hélium-3, en grande quantité d'ailleurs, mais lors de la formation de notre planète, cet isotope s'est en grande partie échappé dans l'espace. Il s'avère qu'il est très léger, il n'a donc pas pu rester. Cependant, nous pouvons encore en trouver ici et là, principalement à l'intérieur de notre belle boule bleue. Je veux dire, il y en a en fait des quantités piégées sous terre, de très grandes quantités, selon ce que certaines études récentes pourraient en suggérer. Mais néanmoins, le problème est que l'extraction de l'hélium-3 est coûteuse, limitée et vraiment difficile. Tellement difficile, en fait, que l'extraire sur la Lune est un jeu d'enfant en comparaison. Pour vraiment comprendre pourquoi l'extraction de l'hélium-3 dans l'espace pourrait être plus facile, nous devons rapidement comparer la Terre et la Lune. Alors, voilà le Soleil, n'est-ce pas? Cette énorme boule de feu dans le ciel éjecte en permanence des tonnes d'hélium-3. Quand cet hélium-3 atteint la Terre, le champ magnétique de notre planète agit comme un énorme bouclier invisible. En gros, il dit « non, pas ici ». Et il en dévie la plus grande partie. Mais la Lune n'a pas de gentil champ magnétique protecteur comme la Terre. Ainsi, lorsque l'hélium-3 atteint la Lune, il frappe directement sa surface et se retrouve piégé dans le régolithe lunaire. C'est la couche superficielle de poussière, de terre et de débris rocheux qui recouvre la Lune. Et il pourrait y en avoir des tonnes, littéralement. On estime qu'il y aurait même entre 1 et 3 millions de tonnes d'hélium-3 sur la Lune. Et le plus beau, c'est que presque tout ça se trouve très probablement dans la couche supérieure du sol lunaire. Ainsi, au lieu d'un forage intensif, il pourrait suffire de ramasser simplement un peu de poussière lunaire. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que récupérer de l'hélium-3 sur notre satellite naturel pourrait en réalité être beaucoup plus facile, et peut-être même moins cher, que de creuser profondément sous terre ici. Vous vous demandez probablement, pourquoi se donner tant de mal? Je veux dire, si l'hélium normal fonctionne déjà pour les ballons d'anniversaire, quel est l'intérêt d'avoir de l'hélium-3? Eh bien, pour commencer, on l'utilise déjà dans la technologie médicale avancée, comme l'imagerie par résonance magnétique et les rayons X. Mais voici ce qui changerait véritablement la donne. L'hélium-3 pourrait réellement mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles, de façon définitive. Cet isotope rare pourrait être utilisé pour des réacteurs de fusion nucléaire avancés, ici sur Terre. En d'autres termes, il pourrait nous fournir une énergie nucléaire non seulement super efficace, mais aussi bien plus sûre. Vous voyez, la plupart des centrales nucléaires aujourd'hui fonctionnent grâce à un processus qu'on appelle la fission. Elles utilisent de l'uranium-235. Et lorsque ces atomes se scindent, vous obtenez une grande quantité d'énergie. Mais vous obtenez aussi autre chose, des déchets radioactifs. Et oui, c'est tout aussi dangereux que cela en a l'air. Mais l'hélium-3 est différent. Il pourrait alimenter les réacteurs futurs grâce à un processus qui porte le nom de fusion. Si vous mélangez de l'hélium-3 avec un type d'hydrogène appelé deutérium, vous obtiendrez là aussi beaucoup d'énergie, mais sans tous les déchets dangereux. Cela pourrait également être rentable. Disons qu'en un seul convoi en navette spatiale, on pourrait transporter environ 25 tonnes d'hélium-3. Eh bien, cela suffirait à alimenter l'ensemble des États-Unis pendant 1 an. Les scientifiques pensent qu'il y a suffisamment d'hélium-3 sur la Lune pour alimenter le monde entier pendant 10 000 ans. Ce ne sont pour l'instant que des estimations. Mais le potentiel est si enthousiasmant que la demande pour l'hélium-3 est déjà en train d'exploser, tout comme sa valeur. En 2024,
Certains experts ont affirmé que le marché de l'hélium-3 valait environ 670 millions de dollars. Cette année, il est prévu qu'il atteigne environ 730 millions. Et d'ici 10 ans, les spécialistes pensent qu'il pourrait avoisiner le milliard et demi de dollars. Désolé pour tous ces chiffres, je voulais juste vous montrer pourquoi l'exploitation minière de la Lune est importante. Cela pourrait en fait nous sauver d'une future crise énergétique en nous fournissant une source presque infinie d'énergie nucléaire propre. Tout semble parfait jusqu'à présent, mais un grand défi se pose à nous. Exploiter l'hélium-3 sur la Lune est une chose, le ramener sur Terre est une toute autre histoire. Alors, examinons une solution possible. Tout d'abord, des robots ou des machines spécialisées perceraient le sol lunaire, ou se contenteraient de ramasser de la poussière sur notre satellite pour recueillir de l'hélium-3. Ensuite, celui-ci serait conditionné dans des conteneurs, puis lancé depuis la Lune en direction de la Terre. Lorsque les conteneurs s'approcheraient de la Terre, un vaisseau appelé le Space Rapid Transit les récupérerait en orbite. C'est une sorte de camion spatial réutilisable, avec des moteurs qui peuvent même utiliser l'air pour la propulsion. Finalement, le vaisseau atterrirait dans un aéroport ici sur Terre. De là, l'hélium-3 se dirigerait directement vers les centrales électriques, nous offrant une énergie propre, sûre et presque illimitée. Vous voyez comme tout ça semble difficile, n'est-ce pas? Bien sûr, les spécialistes cherchent encore les meilleures façons de transporter tout cet hélium-3. Mais une chose est certaine, nous nous rapprochons de plus en plus de la construction d'une base minière complète sur la Lune. La NASA a récemment testé une nouvelle technologie de forage appelée Trident. Dès que cet appareil a touché la surface lunaire, il s'est immédiatement mis au travail, et il a parfaitement fonctionné. Pour l'instant, son objectif principal est de ramener de la Terre à la surface afin que les scientifiques puissent l'étudier. Ils veulent en savoir plus sur la résistance du régolithe lunaire et comment il réagit au forage. C'est une étape passionnante vers l'exploitation minière extraterrestre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'hélium-3. Beaucoup d'autres choses précieuses peuvent être extraites de la Lune. Par exemple, il y a de la glace d'eau à sa surface, et à partir d'elle, nous pourrions extraire de l'oxygène et de l'hydrogène. Ensuite, il pourrait y avoir des métaux rares et coûteux comme le platine, le rhodium et l'iridium. Nous pourrions même extraire du fer, du silicium et de l'aluminium. Parfait pour construire des objets directement en orbite, comme de futures stations spatiales ou d'autres infrastructures. Maintenant que vous savez à quel point l'exploitation minière de la Lune pourrait être importante, vous vous demandez probablement, est-ce que tout cela est autorisé? Je veux dire, qui possède réellement la Lune? La réponse courte, personne. Même si la NASA s'y trouve pour faire des recherches, cela ne signifie pas que les États-Unis possèdent la Lune. En 1967, certaines nations ont signé le traité de l'espace. Il stipule essentiellement que personne ne peut revendiquer la propriété de notre satellite naturel ou de tout autre corps céleste. Ni d'un astéroïde, ni d'une planète, ni même d'une roche flottant au hasard. Donc, si un pays veut explorer la Lune, bien sûr, il peut le faire. Mais il ne peut pas y planter son drapeau et déclarer « c'est à nous maintenant ». Là où les choses deviennent compliquées, c'est au niveau des entreprises. Il n'y a pas vraiment d'accord sur ce que les entreprises privées peuvent ou ne peuvent pas faire là-bas. Par exemple, une entreprise privée installe une base lunaire. Elle pose un vaisseau spatial, construit une petite station et commence même à creuser. La base elle-même leur appartient, certes, mais le terrain sur lequel elle est installée ne leur appartient pas. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que le traité ne précise pas vraiment ce qu'il advient des matériaux qu'ils extraient. Personne ne sait si ces ressources leur appartiendraient. Et si les matériaux n'appartiennent pas techniquement à l'entreprise, ont-ils le droit de les vendre? Difficile à dire. Alors, oui, désolé. Même si vous aviez l'argent nécessaire pour construire votre propre base lunaire, vous ne pourriez probablement pas simplement ramasser de l'hélium-3 et le ramener comme souvenir. Je veux dire, sauf si vous voulez risquer de devenir la première personne interdite de séjour sur la Lune.